Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui. Évidemment, encore une fois, on vous rappelle de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes audio et allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide à grandir et à continuer à vous offrir le contenu que ça fait quoi, 2 ans presque maintenant qu'on fait ça. Donc, on le fait avec beaucoup de plaisir. Et on voit, Salim, que l'intérêt grandit un peu. Là, on a vu ce qui se passe à Ottawa, puis on voit qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là de venir sur le balado, puis ça fait chaud au cœur, évidemment. Ben oui, ben l'intérêt est évidemment mutuel, puisque pour des junkies de politique comme nous, ben c'est toujours très bien. Mais c'est sûr que, disons que ce qui se passe en ce moment à Ottawa fait aussi en sorte que il y a de l'intérêt pour la politique fédérale. Alors on écoute ça, on suit ça avec intérêt. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on est vraiment très privilégié aujourd'hui de recevoir une personne qui est candidate à la course à la direction du Parti libéral du Canada et donc aspirante première ministre, c'est pas rien. Et merci beaucoup à Karina Gould d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci pour m'avoir. On est content parce que on n'a pas eu vraiment l'habitude d'avoir des élus au fédéral. On a eu quelques-uns. On a eu notre ami Emmanuel Dubourg qui est venu, Mario Beaulieu du Bloc qui est passé nous voir. Et c'est ça. On a vu un peu, mais c'est pas juste nous. Là, je pense que partout au Canada, on a suivi avec intérêt ce qui s'est passé avant les fêtes. Et on a dit comme ça en blague à votre collègue Jean-Yves Duclos, un gentleman, franchement, oui, très souriant. Puis on a dit comment vous faites pour être souriant? Parce qu'après tout ce qui s'est passé avant les fêtes, me semble que le climat serait un peu plus sombre, mais je suis content de voir que vous souriez. Moi aussi, juste comme Jean-Yves, comme ça, nous sommes les 2 personnes qui sont toujours en train de se sourire à Ottawa, même quand les choses sont difficiles. Mais ce que j'apprécie toujours de Jean-Yves, c'est qu'il est toujours calme aussi. Et c'est quelque chose que moi, je suis aussi. Bon. Comment vous avez vécu? On va passer parce que nous, on est beaucoup plus intéressés à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se produire. Les crises politiques, c'est pas nouveau, puis c'est pas la première ni la dernière fois qu'on va voir ça. Ce qui est intéressant pour nous, et je pense que pour tout le monde qui nous suit, c'est maintenant la suite des choses. Qu'est-ce qui va arriver et comment aussi est-ce que le Parti libéral du Canada va pouvoir sortir de cette tempête-là. Mais avant d'arriver là, juste une petite parenthèse, vous aviez quand même un rôle important. Vous étiez la leader du gouvernement en Chambre. Comment avez-vous vécu ces moments-là juste avant les fêtes? Ramenez-nous un peu dans votre réalité. Oui, c'est intéressant parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment comme le rôle du leader dans la chambre du gouvernement. Mais c'était drôle quand je suis revenue en septembre parce que j'ai pris un petit congé de maternité parce qu'il y a 1 an, j'ai accouché à ma 2e enfant, ma fille, Taya. C'était sa fête cette semaine. Elle a 1 an maintenant. Mais quand je suis revenue à Ottawa, les journalistes m'ont dit comme « Ah, bienvenue, nous sommes contents de te voir, tu es la personne la plus importante ici. » Parce que c'est une situation en minorité. Je dois livrer l'agenda du gouvernement, mais c'était une situation vraiment dense. Mais une des choses qui est importante de savoir de moi, c'est que je suis vraiment une personne calme. Et je sais comment gérer les choses pendant des crises. Je sais comment travailler avec les autres. Et le 16 décembre, qui était une journée de crise, en effet, c'était à moi de répondre et de voir comment on pourrait aller en avance. Et je crois qu'une petite note dans l'histoire de moi va être qui est la seule personne qui n'était pas ministre des Finances qui a déposé une annonce économique dans la Chambre des communes, et ça va dire Karina Gould. Ah, c'est vous finalement qui l'avez fait? Oui. Alors,
Mais comme leader dans la Chambre, pour moi, c'était vraiment important parce que tout le pays attendait de cette élance économique. Et c'était pas seulement les citoyens, c'était les marchés, c'était l'économie, c'était nos partenaires au sud de la frontière. Alors, on ne pourrait pas laisser tomber ce qu'on a déjà commis au Canada, aux Canadiens, mais aussi à nos partenaires. Alors, je n'ai pas écrit l'énoncé économique, alors je ne pouvais pas parler là-dessus, mais c'était super important de le déposer dans la Chambre et d'assurer que les travaux du gouvernement continuent. Bon, alors, effectivement, c'était une première. Il y a eu d'autres premières pour vous, parce que je pense que vous êtes la plus jeune femme à avoir occupé le poste de ministre au gouvernement fédéral. Oui. Et presque la plus jeune, mais je crois que Jean Charest m'a gagné pour comme 3 mois ou quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement, tout à fait, tout à fait. Mais alors, avant que je pose la question que j'ai envie de poser, j'ai quand même envie de mentionner quelque chose, et je trouve quand même que c'est important, y compris pour George et moi sur notre balado politiquement parlant. C'est la première fois qu'on reçoit une personne d'expression anglaise tout court. Donc, bienvenue à la première anglo-canadienne. Autre chose à ajouter à ma Wikipédia. C'est ça, exactement. Mais surtout, puis je suis très heureux et très fier de le dire, vous avez un très bon français. Merci. Et qui est très clair, qui est très fluide. Et honnêtement, en tout cas, moi, je trouve ça fabuleux qu'une personne de l'Ontario, de Burlington, s'exprime aussi bien en français. Alors, merci d'être là et de nous répondre et de discuter avec nous en français. Merci. Alors, mais j'ai vécu ici à Montréal aussi. C'est vrai. Alors, parlons-en. Vous avez effectivement vécu à Montréal, vous avez étudié à McGill, très belle université. Mais est-ce que votre français, finalement, c'était pas pendant votre temps à McGill? Vous l'avez peut-être développé avant, peut-être aussi, non? Oui, je suis un produit de l'immersion française à Burlington, Ontario. Alors, j'ai étudié en français. Puis, je suis venue ici à Montréal étudier à McGill. J'ai étudié en anglais ici. Oui. Mais c'était important pour moi parce que j'adore le français, j'adore ce qui représente le bilinguisme ici au Canada. Et puis, c'est vraiment Marie-Claude Bibeau, qui est une de mes collègues du Sherbrooke, qui, quand j'étais élue en 2015, elle était ma ministre de développement international et j'étais sa secrétaire parlementaire. Et pendant tous les briefings qu'on a reçus à Ottawa, que des fois, les fonctionnaires ont voulu donner en anglais, ils m'ont utilisé comme excuse, comme « Oh, mais Karina, elle est anglophone, on doit les donner en anglais. » Et Marie-Claude est comme « Ah non, elle parle français, alors tous les briefings doivent être en français. » Et c'était excellent parce qu'elle m'a vraiment exigé de parler en français. Et puis maintenant, j'ai presque une décennie dans le Parlement. Et c'est important pour moi de ne pas seulement répondre de débattre en anglais, mais aussi en français. C'est impeccable. Moi, c'est de la musique à mes oreilles lorsque nos représentants au niveau fédéral sont capables de s'exprimer dans les deux langues. Et pour des raisons évidentes, évidemment, au Québec, on apprécie ça. Alors, moi, je vais vous poser une question qui est à la fois très simple et parfois un peu compliquée, mais pourquoi vouloir devenir chef du Parti libéral du Canada? Tu as raison, c'est une question simple, mais aussi très difficile. Parce que le Canada, c'est à un moment extrêmement important. Nous faisons face aux menaces, soit du sud de notre frontière, des menaces économiques, de notre souveraineté très importantes, mais aussi des menaces dedans de notre pays. Je sais qu'il y a des gens qui vont quitter, qui vont être peut-être des appuyés au Parti conservateur, mais cette itération du Parti conservateur et ce qui représente Pierre Poilievre, c'est vraiment un changement de qui nous sommes comme peuple. Alors, pour moi, je suis devenue libérale quand j'ai eu 14 ans, mais c'est parce que je sais que le Parti libéral est une partie qui se bat pour le Canada, qui défend les valeurs canadiennes les personnes de chaque coin de ce pays. Et pour moi, je veux vraiment défendre le Canada, défendre ce qui est important pour nous comme Canadiens, mais aussi, ce qui est important pour moi, c'est de réaliser que le Parti libéral du Canada a perdu un peu la confiance des Canadiens à ce moment. Et on devrait
être à l'écoute de ce qui est important pour les Canadiens si on va avoir les chances de gagner les prochaines élections. Et si on n'a pas cette conversation honnête avec les Canadiens et les Canadiennes, ce n'aurait pas possible de regagner leur confiance. Et soyons honnêtes, la démocratie, c'est une question de confiance. Les personnes votent parce qu'ils disent, est-ce que c'est une partie qui comprend ce que je vis jour à jour, et est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai la confiance qu'il va pouvoir régler ou gérer les problèmes, les enjeux qui sont importants pour moi à ce moment. Et je crois que je suis cette personne. C'est intéressant, vous ouvrez la porte, donc je vais la prendre. Vous parlez de Pierre Poilievre qui n'a pas à cœur les intérêts des Canadiens, et en même temps, vous dites que le Parti libéral du Canada a peut-être perdu la confiance des Canadiens. Et j'ai envie de vous poser la question, pourquoi pensez-vous? Parce que d'un côté, on a un Pierre Poilievre qui semble être en avance. Pas semble, on regarde les chiffres, il est en avance. Ouais. Donc, clairement, il bénéficie d'un appui de Canadiens. Sûrement, il doit dire quelque chose qui relate aux Canadiens pour recevoir cet appui-là. Et en même temps, on voit le Parti libéral s'affaiblir pas mal dans l'opinion publique. Et vous me dites qu'on a perdu la confiance. Donc, je veux juste essayer de jumeler ces deux choses-là parce que d'après moi, il y a une relation immédiate. Là. Les Canadiens ont perdu confiance. Il y a quelqu'un qui dit, bon, on va réparer les choses, donc appuyez-moi. Là, je simplifie pas mal les choses. Là. Et on a une députée au Parlement qui, pendant 9 ans, était là pour faire son travail. Et finalement, bon, on est arrivé au point où on est arrivé. Et vous demandez aux Canadiens, faites-nous confiance. On veut rebâtir cette relation-là. Est-ce que c'est pas une affaire d'hypocrisie, mais c'est une question de la première question que les gens vont se poser, les 9 dernières années, pourquoi n'a-t-il pas eu un effort de garder cette relation-là active? Les Canadiens, quand même, vous ont envoyé des messages clairs. En 2019, un gouvernement minoritaire. Ensuite, en 2021, un autre gouvernement. Ça, c'est des messages que la population envoie au gouvernement indirectement. Donc là, de sortir maintenant en 2025 pour dire, bon, on a perdu la confiance, donc il faut rebâtir ça. Est-ce que le problème, c'est vraiment Pierre Poilievre ou est-ce que le problème, c'est le Parti libéral du Canada? Non, mais le problème pour nous, c'est que le Parti libéral du Canada, et c'est pas les militants qui sont le problème. Les militants sont les gens sur le terrain qui nous disaient comme tu dois rebâtir, tu dois écouter. Je peux dire comme moi, je vais frapper les portes à chaque mois dans mon communauté. J'écoute les gens. J'amène ce qu'ils disent à Ottawa, mais j'ai une vote, j'ai pas une veto sur ce qu'on décide comme parti. Et j'étais une ministre pour les dernières 8 ans. J'ai démissionné la semaine dernière. Mais quand même, au Conseil des ministres, j'apportais les voix des Canadiens et on discute, on fait les décisions. Des fois, ma point de vue était celle qu'on a pris, des fois non. Et ça, c'est comment on fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais je crois que particulièrement après la pandémie, quand l'inflation était en train de monter, quand les Canadiens de partout dans ce pays, les Québécois, les Québécoises, n'importe où dans ce pays, nous ont dit ça suffit, on peut pas plus, c'est trop cher, aller au supermarché, ça va pas, malheureusement, c'est trop. Et notre réponse originaire était comme, mais voilà ce qu'on a fait pendant la pandémie, pourquoi vous n'appréciez ce qu'on a fait? Et je comprends comme gouvernement pourquoi on a eu cette réaction, je le comprends comme être là-dedans, mais je comprends aussi pourquoi les Canadiens étaient comme sont frustrés. Ouais. Pourquoi vous nous n'écoutons pas? Alors ça, c'est quelque chose que je crois qu'on doit être honnête. Et sur cette question aussi, on doit démontrer comment on écoute les Canadiens en changeant les actions qu'on a prises. Et
on est rendu là comme gouvernement éventuellement. Comme 6-10 mois après, on a fait des grands changements dans l'enjeu de logement avec les prix de supermarchés et tout ça, mais c'était trop tard. Comme les Canadiens nous ont dit en le moment, donc c'était difficile et ça nous a pris beaucoup de temps. L'autre chose, c'est avec la sécurité. Ici à Montréal, donc d'où je suis, dans le GTA, la question de vol d'auto. Ah ouais. Alors, c'est quelque chose que je vis dans ma communauté et les gens sont comme étonnés que ça passe au Canada aussi souvent que ça passe. Et c'est quelque chose que, encore une fois, c'est pas seulement la responsabilité du gouvernement fédéral et on a eu comme une sommet national l'année dernière, mais ça a pris trop de temps pour y arriver. Parce que les gens sont comme, non, mais c'est pas correct, tu peux pas voler mon auto et pas de réponse. Comme, on doit prendre le leadership sur ce sujet. Et à mon avis, c'est comme, on est rendu là, mais c'était trop tard. Et même si on a des bonnes choses, on voit à ce moment et on voit des changements, quand les Canadiens te disent qu'il y a un enjeu qui est important pour eux, comme gouvernement, tu dois pas seulement écouter, mais tu dois réagir aussi. Tu dois agir, oui. Je vous entends parler et comme j'ai dit, je ne veux pas retourner à tout ce qui s'est passé, mais c'est un peu plus fort que moi. Il faut que je vous pose la question parce que vous étiez quand même leader en chambre. Ouais. Et pour ceux qui écoutent ou qui nous regardent, qui ne comprennent pas un peu comment la mécanique fonctionne au Parlement, dans la Chambre des communes, chaque parti a une personne qui représente. C'est comme la personne en charge dans le Parlement. Des travaux parlementaires. Des travaux parlementaires, exactement. C'est pas un président de caucus. Non. C'est en Chambre, c'est comme un leader qui va se lever, défendre les intérêts de l'équipe, etc. Et aussi la personne qui est responsable de communiquer avec les autres caucus pour les travaux parlementaires, etc. Et je vous entends parler, il y a plein de problèmes et c'est sûr que l'opposition vous critiquez en Chambre sur ces mêmes enjeux-là. Et comme leader en chambre, vous vous leviez et vous défendiez votre position. Ouais. Et c'est un contraste. C'est le job. Je sais, c'est la job, je comprends. Ouais. Mais vous comprenez aussi que il suffit seulement d'aller trouver des clips où vous défendez le gouvernement sur ces enjeux-là et de voir Karina Gould maintenant critiquer les décisions un peu que son gouvernement a prises qui n'étaient pas vraiment correctes ou trop tard, comme vous aviez dit. Oui, mais je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans un endroit où ils sont d'accord avec 75% des choses qui sont faites, mais ils ne sont pas d'accord avec 25%. Mais comme leur chef ou leur boss dit quelque chose, c'est pas comme tu peux aller au public et dire « Ah bon, ils sont incorrects ». Alors, c'est comme n'importe quel endroit de travail. Tu as un job à faire et c'était mon job à ce temps-là. Mais ça ne veut pas dire que j'étais silencieux dans des autres endroits. Alors, je me sens vraiment comme à l'aise dire les positions maintenant que j'ai. Parce que ce n'est pas vraiment les positions qui ont nécessairement changé. Mais aussi, je ne suis pas une personne qui est idéologique, qui va dire c'est ça et c'est seulement ça. Si j'apprends et je vois qu'on a des politiques qui n'ont pas fonctionné, je ne vais pas seulement m'accrocher à ça parce que c'était ce qu'on a dit qu'on va faire. Si les Canadiens nous disent « non, ça fonctionne pas pour nous », bon, je suis pas si fière que je vais pas changer ce que j'ai et revenir à Pierre Poilievre. Ce qu'il a dit sur son podcast avec Jordan Peterson, c'est qu'il a décidé c'est quoi ses idées à l'âge de 14 et il n'a changé pas. Je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde, au Canada, qui croient toutes les mêmes choses qu'ils ont pensé à 14 ans, qu'ils pensent maintenant quand ils sont plus âgés. Je crois que c'est important aussi, et c'est quelque chose qu'on devrait attendre et espérer de nos leaders, qu'ils peuvent changer leurs idées, qu'ils peuvent changer leur position, parce que les temps changent, mais aussi la réalité, la circonstance dont nous vivons change aussi. Mais excuse-moi, Salim, juste une dernière chose, puisqu'on parle de changement d'opinion, puis c'est tout à fait normal, évidemment. Assumons hypothétiquement qu'il n'y aurait pas eu de crise au Parlement, au parti, etc. Là, on voit M. Carney, Mme Freeland, je ne sais pas vous, votre position, on va en parler évidemment, spécifiquement sur la taxe carbone, que tout à coup, on veut l'annuler ou on veut trouver une autre formule.
Si, hypothétiquement parlant, le gouvernement n'aurait pas vécu cette crise-là, est-ce que vous pensez que le gouvernement aurait changé d'opinion là-dessus? Parce qu'il semble qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui appuient ces personnes-là, et j'imagine vous-même, sont pas d'accord avec ce sujet-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait passé parce que c'était une c'est hypothèse. Hypothétique, ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'on voit, c'est the outcome, comme le résultat, merci, de les discussions internes qui en étaient en train de prendre place. Parce que il y avait beaucoup de députés, de militants qui étaient à l'écoute des gens. Je sais que Québec, c'est un peu différent parce que la taxe de carbone, ça s'applique pas. Mais quand même, c'est quelque chose qui est un sujet de grande conversation ailleurs dans le pays. Alors, ça, c'est le résultat des conversations que les députés, que les militants du parti étaient en train d'avoir. Alors, juste en passant, la taxe carbone ne s'applique pas au Québec parce qu'il y a un mécanisme qui donne les mêmes résultats, mais c'est un mécanisme de marché très intelligent. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de la raison pour laquelle on ne l'ait pas mis en place à l'échelle du Canada plutôt que d'être arrivé justement avec une sorte de taxe carbone. Mais regardez, parce que j'aimerais parler de choses plus intéressantes, puis de votre campagne, puis de ce que vous allez dire. mais j'avais quand même une petite question qui va faire le trait d'union entre les questions de George et votre campagne. On remarque beaucoup dans les derniers mois une espèce de distance que beaucoup de vos collègues du cabinet ont pris vis-à-vis de M. Trudeau. Comme si M. Trudeau était tout seul à avoir pris des décisions. Puis comme s'il était responsable de toutes les mauvaises décisions. Mais par contre, quand il y avait de bonnes décisions, là, par contre, tout le monde était d'accord bizarrement. Et là, je vais vous le dire, honnêtement, tout le monde, tant ceux qui sont candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada. Donc, on a vu Mme Freeland qui, alors évidemment, elle aussi, elle veut se débarrasser de la taxe carbone. Mais là, quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que c'est quelque chose qu'elle a elle-même mis en place, c'est le gain en capital. Alors, c'est la ministre des Finances. Donc, moi, honnêtement, je me suis étouffé avec mon muffin quand j'ai lu ça. Puis don't get me wrong, c'est-à-dire que moi, à la base, je trouvais pas nécessairement que c'était une bonne politique. Donc, à la limite, qu'elle veuille l'enlever, pour moi, à la limite, c'est une bonne chose, mais c'est personnel comme point de vue. Mais c'est juste que je me disais, mais c'est la ministre des Finances. Elle peut pas dire, non, mais ça, c'est le premier ministre. J'avais un peu de misère. Je veux pas vous emmener à critiquer vos adversaires. Vous allez le faire à d'autres occasions, j'imagine, mais... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? Pas vraiment, parce que on doit assurer que qui que ce soit qui gagne le chefferie, on s'allie. Ouais. Alors, ça se peut que je vais avoir des différences d'opinion, mais je ne vais pas les appliquer. Non, mais je disais pas ça nécessairement méchamment, là, mais c'est sûr que quand il y a un débat, on veut débattre. Mais il n'y a pas juste elle. Il y a même M. Rodriguez, qu'on attend d'ailleurs toujours au podcast, qui, en allant à la chefferie du Parti libéral du Québec, donc au niveau provincial québécois, a pris aussi certaines distances par rapport aux dépenses et de la, de la gestion des finances publiques, etc. Puis, j'ai comme l'impression que tout le monde prend un peu ses distances du patron maintenant qu'il s'en va. et pourtant, l'une des principales qualités en politique, c'est la loyauté. Ouais. Alors, comment on explique ça? Regardez, même ma question n'arrive pas à sortir. Oui. Tout le monde cherche leur manière à se distinguer et d'avoir leur propre chemin et leur propre voie. Et c'est à eux de décider comment ils vont le faire. Moi, je suis une personne qui est loyale et je suis quelqu'un qui a décidé de prendre cette décision, de me lancer pour la chefferie il y a 9 jours. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va travailler à dos de quelqu'un d'autre. Et c'était seulement quand j'ai réalisé que le premier ministre irait se démissionner que j'ai vraiment commencé à penser à ça. Depuis le 16 décembre, les gens m'ont appelé, m'ont dit, est-ce que tu vas se lancer? Est-ce que tu vas... J'ai toujours dit comme on a un premier ministre à ce moment. Alors, c'était seulement après vraiment le 6
10 janvier, où c'est devenu quelque chose qui allait être réel. Et l'autre chose que pour moi, c'est comme incroyable, si je suis totalement honnête, c'est que en juste un petit plus de 2 semaines, on a arrivé à faire une organisation nationale. On a levé plus de 100 000 $, des petits dons, des gens qui, le don moyen, c'est de moins de 200 $, les centaines de personnes qui sont levées la main. Alors, je suis un peu plus en arrière que les 2 autres qui se sont en train d'organiser pour des mois, des années. Mais en 2 semaines, c'est cool. C'est vraiment cool. Bon, c'est très bien. Alors, j'avais envie de poser cette question. Maintenant, j'ai envie maintenant, Madame Gould, qu'on parle un peu de votre campagne. Mm-hmm. Là, vous allez vous adresser à des membres du Parti libéral du Canada, évidemment des Canadiens un peu partout au pays. Et c'est sûr que là, les gens, parce que la course est trop courte, hein, donc là, les gens vont vouloir vous situer un petit peu où est-ce que vous êtes. Ouais. Donc, par exemple, si on allait par thème à peu près, là, sur la question des finances publiques, hein, moi, je vais vous dire très honnêtement, moi, personnellement, je suis assez sensible sur ces questions-là parce que je me dis toujours, quand ça va bien, c'est-à-dire quand l'économie roule, puis l'économie a bien roulé pendant les dernières années. Là, oui. Je parle même avant la pandémie. Évidemment, la pandémie, ça a été une catastrophe, mais c'est les moments où on essaye de faire peut-être un petit peu moins de dépenses, etc., parce qu'on sait qu'il va y avoir un ralentissement, voire une récession, etc. Puis nous, c'est pas ce qu'on a observé. Les Canadiens, c'est pas ce qu'ils ont observé. Ils ont observé qu'on leur avait promis des déficits de 10 milliards. Ça a été des déficits, là, je me souviens plus des chiffres, mais c'était stratosphérique. Je parle même pas de la pandémie, parce que la pandémie, c'est à la limite, elle a le dollar, mais il y a des choses qu'on peut expliquer. Pas tout, mais beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Mais ça n'a pas été fait. Puis là, j'entends M. Carney, j'entends Mme Freeland dire, nous, on veut se recentrer, on veut faire le ménage dans les finances publiques, mais après avoir tant dépensé. Mme Gould, elle propose quoi au niveau de la gestion des finances publiques? Oui. Je crois que c'est important de prendre un peu de temps sur la pandémie parce que le gouvernement fédéral a vraiment soutenu l'économie canadienne. Alors, ça, c'est une des plus grandes raisons pourquoi nous sommes dans la situation dont nous sommes. Et c'est tous les pays qui sont dans cette situation. Et le Canada est mieux placé que les autres. Mais c'est pas nécessairement grand-chose parce que tout le monde est dans une situation difficile. Moi, je crois toujours qu'on doit être responsable avec l'argent des Canadiens. Je suis une libérale. Je suis devenue libérale quand le premier ministre Chrétien était là. Mais je ne crois pas qu'on va gagner les prochaines élections, soyons conservateurs comme light. Non? Léger. On va gagner les élections parce que nous sommes des libéraux. Et il y a un contrat important qu'on a fait avec les Canadiens des services sociaux. Et on doit assurer qu'on livre les services sociaux d'une manière effective avec les Canadiens. Mais où est-ce que je pense qu'on pourrait faire des changements? C'est peut-être on est allé un peu trop loin dans la juridiction des provinces. Une des choses qu'on a fait pendant la pandémie, donc j'étais pas d'accord et je ne suis pas d'accord à ce moment, c'est qu'on a déposé beaucoup d'argent dans les provinces et territoires, jusqu'à un point où les finances des provinces et territoires sont dans une beaucoup mieux position parce qu'ils ont l'argent fédéral au lieu du gouvernement fédéral. Et on doit se reconcentrer sur les compétences du gouvernement fédéral. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça veut dire pas qu'on va couper les transferts en santé publique. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour le Canada. C'est inscrit dans la loi. Oui, exactement. Mais aussi, j'étais la ministre de Famille et une des choses dont je suis le plus fière, c'est notre programme national de garderie qui était inspiré du programme ici au Québec. Mais on doit faire des décisions de ce qu'on va appuyer et ce qu'on n'a pas appuyé. Et une des choses que je crois qu'on a fait qui était pas nécessairement comment j'aurais le faire, c'est on a essayé de peut-être soutenir beaucoup, mais pas au niveau qui était nécessaire. Alors,
ça, c'est une chose. On doit faire des décisions et on doit écouter aux Canadiens c'est quoi qui est important pour eux. On a fait la promesse en 2021 que chaque Canadien aurait accès à un médecin, merci, de famille. Bon, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire au niveau fédéral. On n'a pas la manière de la faire. Alors, ni l'expertise. Ni l'expertise, mais il n'y a pas la possibilité de la faire. Mais pourquoi on n'a pas fait une programme dans l'immigration pour justement les médecins de famille et faire comme un programme, donc ils pourraient avoir l'accréditation avant qu'il arrive, puisque le moment qu'il arrive, il pourrait commencer à travailler. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on pourrait faire qu'on n'a pas fait. Mais même ça, je pense que c'est de juridiction provinciale, les compétences. Les ordres professionnels, ça devient... Oui, mais on pourrait travailler avec... Ouais. C'est quelque chose, donc, nous pourrions travailler. Ouais. Et c'est quelque chose, donc, au niveau fédéral, on pourrait dire, ça, c'est un endroit où on pourrait avoir une différence. Comment est-ce qu'on pourrait travailler avec les ordres professionnels pour y arriver? Parce que c'est quelque chose qu'ils veulent les Canadiens, mais en respectant et en savant que c'est des choses des provinces. Parlons un peu de la taxe carbone parce qu'il semble que c'est l'élément qui a distingué les conservateurs des libéraux la dernière année. C'est le slogan principal de votre adversaire. Et là, il y a une course à la chefferie. M. Carney et Mme Freeland disent que soit on va l'annuler ou trouver un autre modèle. Vous êtes où dans cette question-là? Ce que j'ai dit et ce que je dis, c'est que j'écoute les Canadiens à ce moment qu'ils disent que c'est trop cher, qu'ils ne peuvent pas avoir une montant qui est prévue pour le 1er avril. Alors qu'en première ministre, une des premières choses que je ferai, c'est annuler l'augmentation qui arrive le 1er avril. On doit être honnête. Le 10% de nos émissions sont réduits par le prix sur la pollution sur les individus. Et avant qu'on le remplace totalement, on doit trouver l'autre manière de le faire. Mais en même temps, on doit augmenter le prix sur la pollution sur les grands pollueurs. On a donné une opportunité aux grands polluants de changer leurs actions. Et il y a quelques-uns qui l'ont fait, mais on entend beaucoup des autres. Alors, c'est temps de faire ça. Et aussi, pour moi, je sais que les Canadiens de partout dans ce pays, lutter contre les changements climatiques, c'est quelque chose d'important pour eux. Et les individus ont fait les changements. Ils ont réduit leurs émissions, mais il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire qui n'est pas abordable ou accessible pour eux. Alors, on doit mettre en place des programmes, et je sais qu'au Québec, il existe déjà, par exemple, des rabais pour acheter des véhicules électriques. Ils sont en train de les enlever, là. Oui, mais OK, bon. Alors, le gouvernement fédéral devrait les mettre en place et augmenter ces rabais-là et inclure pas seulement les hybrides électriques, mais les hybrides de pétrole aussi, parce que on doit tous pouvoir avoir des opportunités pour réduire nos émissions et aussi des programmes pour faire des changements dans vos logements. Comment est-ce qu'on peut aider les Canadiens à faire les décisions qu'ils veulent faire? Alors, c'est ça que je propose ici. Alors, je parlais de finances publiques tantôt. George a ramené la question de la taxe carbone. Si on parlait un petit peu de quelque chose que vous connaissez bien, vous avez étudié là-dedans. Relations internationales. Les relations internationales. Et je pense que c'est plus que d'actualité. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont, très préoccupés. Ouais. Et d'ailleurs, je vous avoue, je ne suis pas de nature un grand stressé dans la vie, mais je vous avoue que ça me stresse beaucoup. Ouais. Je sais que ça va avoir de l'impact sur tout le monde, y compris les gens qui ne voient pas comment ça pourrait avoir de l'impact sur eux, ça va finir par avoir un impact sur eux. Cette histoire, bien sûr, de tarifs, on parle de ça, de M. Trump sur les produits canadiens. Selon vous, quelle est l'attitude à avoir par rapport à nos partenaires américains dans un contexte où nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés, nos voisins, en fait, c'est plus que des amis, c'est quasiment de la famille. On a tellement en commun avec les Américains qui, aujourd'hui, nous pointent du doigt. Et puis, c'est plus juste
petite blague ici et là, c'est rendu que le président Trump est sur voyons, a participé au Forum économique de Davos par visioconférence, je crois, a frappé sur le Canada devant la planète entière. Le monde entier. Et selon vous, quelle est l'attitude, quel est le ton qu'on devrait avoir? Parce que je vous pose la question non seulement parce que c'est important, mais je crois que dans le cadre de votre course, ça va être un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important. Et puis, on le sait tous, il va y avoir des élections générales. On ne sait pas exactement quand, mais elles vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, d'ici l'automne. Ça va être aussi un élément. D'ailleurs, c'est quasiment quelque chose qui pourrait vous sauver peut-être même le Parti libéral du Canada, parce que ça va être la question de l'urne, la ballot question, comme on dit quasiment. Alors, comment dire, développer un peu vos propositions par rapport à ça. Premièrement, c'est la confiance et la fierté d'être Canadien et en Canada. Parce que, ce que nous écoutons de président Trump, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Parce que, comme vous avez dit, le Canada, les États-Unis, nous avons une longue histoire, une longue relation de pas seulement être des amis et les alliés, mais nous faisons des choses ensemble. Comme je peux te dire, je suis de Burlington, Ontario. À côté de moi, c'est la plante de Ford, non? Et pendant la première présidence de Trump, je suis allée sur une visite d'État à Buffalo. Mais j'ai allé là-bas, il y a une plante assemblée de Ford là-bas. Et cette plante à Buffalo n'existerait pas si la plante de Ford à Oakville n'était pas là. Alors, c'est comme les jobs sur les deux côtés de notre frontière, c'est dépendent les unes des autres. Et c'est vraiment de faire voir aux États-Unis qu'ils dépendent de nous, qu'ils ont besoin de nous et que nos deux économies ne fonctionneraient pas si nous ne sommes pas ensemble. Et de démontrer aux États-Unis que nous sommes fortes et aussi que nous sommes unis. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je suis extrêmement déçue avec la première ministre d'Alberta qui est en train d'aller dans sa propre voie dans un moment dont nous avons besoin d'une unité nationale sans question. Parce que la manière unique dont nous allons gagner cette comment on dit ça, dispute entre les États-Unis et le Canada, c'est avec un Canada uni et fort. Et je suis aussi déçue avec Pierre Poilievre parce qu'à un moment donné, au lieu de dire que tout est sur la table, qu'il est là pour tous les Canadiens, soit les ouvriers de bois ici au Québec, ou de l'aluminium, ou de l'aérospatial, soit de auto en Ontario, ou les agriculturistes partout dans le pays, il est seulement là pour l'industrie de gaz et pétrole. Ce n'est pas acceptable. Tout le monde dans ce pays est canadien. Tout le monde dans ce pays, sa job vaut la même que n'importe qui. Alors, on a besoin d'être unis et forts et de démontrer aux Américains qu'ils ont besoin de nous. Mais on ne veut pas le faire parce que nos soldats sont allés de épaule en épaule pour défendre les valeurs de nos deux pays. Ils sont morts ensemble. On a perdu les gens. Nous avons une relation plus que l'échange, le commerce international. Mais s'ils vont essayer de faire ça, on va revenir avec une force incroyable parce qu'ils doivent se rendre compte de quelle importance le Canada a pour eux comme États-Unis et on doit penser d'une manière créative, innovateur et vraiment démontrer que nous sommes là les uns pour les autres, mais nous n'avons pas peur de ce qu'ils vont faire. C'est intéressant quand vous parlez d'unité canadienne pour affronter ce défi-là. Et je vous avoue que les dernières semaines, je pense beaucoup à Mme Smith. Et bon, je comprends qu'on lui a mis un cible sur le dos parce qu'elle a pris un chemin à part. Mais j'aime regarder un peu le revers de la médaille. Et Mme Smith, c'est la première ministre de l'Alberta. Son intérêt principal, c'est de veiller aux intérêts des Albertains comme première ministre de l'Alberta. Ils ont des ressources naturelles qu'ils essaient depuis très longtemps d'amener en marché. C'est bloqué du côté du Pacifique, c'est bloqué du côté de l'Atlantique. La seule option qu'ils ont, c'est évidemment vers le sud. Ils ont déjà des ententes avec les États-Unis. Et
c'est juste drôle. Encore là, je ne dis pas que je prends un bord ou l'autre. Je veux juste essayer de comprendre son point de vue. Et je vous avoue que je la comprends, cette première ministre-là. Parce que quand elle dit, écoutez, on veut faire une union pour affronter les États-Unis, là, on va compromettre nos ressources naturelles ici pour le profit de n'importe quelle autre province, quand ça fait des années que moi, je demande une union avec les autres provinces pour amener notre produit de l'Alberta en marché, puis vous me fermez la porte. Donc, je comprends un peu sa position. Puis, moi, je suis pas prêt à dire ou à faire un bet là, que M. Legault, si demain matin, M. Trudeau va lui dire, bon, Hydro, il faut l'augmenter à 50%, qu'il va être content. Même chose avec l'Ontario, avec le marché automobile. T'sais, donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière-scène. Il y a personne qui est dans le secret des dieux. Mais j'ai trouvé très intéressant le commentaire que Mme Smith a dit que au lieu de se chicaner à cause des relations nord-sud, pourquoi on ne peut pas se parler entre nous pour améliorer les relations Est-Ouest? Pourquoi ne pas faire tomber les barrières commerciales entre les provinces? Nous, ici au Québec, on ne peut pas aller en Ontario pour chercher une caisse de bière pour l'amener au Québec et vice-versa. Il y a plein d'affaires comme ça. Donc, je vois ça un peu de son côté. Si j'étais à sa place et je disais, « Hey, Québec, je veux passer mon produit pour l'amener en marché, qui va aider évidemment le Canada, puis le Québec me dit non. » Mais là, aujourd'hui, le Québec me dit, « Hey, Alberta, viens avec nous, on va faire front commun. » Je dis, « Ben là, t'étais où quand je te demandais de l'aide? » Donc, je dis ça juste pour repousser un peu sur ça, parce qu'on a ouvert l'Ouest. On a acheté le pipeline de... Mais est-ce que c'est fonctionnel? Oui, ça fonctionne. Oui. Alors, c'est pas nécessairement vrai. Oui. Et l'autre chose, c'est que ce que j'ai écouté de M. Legault et M. Ford et M. Canoe et tous les autres premiers ministres, c'est que non, tout est sur la table. Et M. Ford, en effet, une des premières choses qu'il a dit, c'est que si on a besoin de fermer l'électricité qui va aux États-Unis, on le ferme. Mm-hmm. Parce que notre pays est sous attaque économique. Alors, c'est pas qu'on pourrait dire une ni l'autre. Je suis d'accord avec... C'est peut-être un moment, c'est peut-être une opportunité pour nous, comme Canadiens, comme toutes les provinces et territoires, de voir comment on pourrait mieux travailler ensemble et faire le commerce... entre nos provinces et territoires. C'est un enjeu que soit les gouvernements libéraux, conservateurs ont essayé de baiser les barrières. Et c'est toujours compliqué, mais peut-être ça, c'est le moment d'y faire. Et l'autre chose, c'est que ce que j'écoute des Québécois, des Québécoises et des Canadiens de partout en ce pays, c'est comment eux, comme individus, peuvent faire des décisions pour appuyer les produits canadiens. J'écoute des gens qui vont au supermarché et voient, c'est fait en États-Unis. Non, je le reviens. Ça, c'est fait au Canada et je vais acheter ça. Alors, c'est un moment vraiment pour nous de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nous renforcer notre économie et travailler ensemble. Alors, je crois que la réponse la plus forte aux États-Unis va être non, nous sommes unis et on va voir les manières de comment soutenir notre économie sans vous si on a besoin. Alors, justement, je vais aller un petit peu dans le sens de George, mais sous un autre angle. C'est-à-dire autant... et puis, vous savez, on est un podcast où on dit ce qu'on pense. Hein? Ah, c'est bon, c'est correct. Donc, autant... C'est la démocratie. Oui, mais autant je suis vraiment, mais alors là, vraiment en désaccord avec Mme Smith sur la manière dont elle s'est comportée. On sait que c'est une première ministre conservatrice de l'Alberta, mais M. Ford, c'est un conservateur de l'Ontario. Ça ne l'a pas empêché d'avoir quelque chose de très différent. Pareil, M. Legault, c'est un semi-conservateur du Québec. M. Furry, je crois, je ne sais plus. Il est libéral. Il est libéral, lui. Mais en tout cas, lui aussi. Non, mais lui aussi. Avec... non, il y a deux maintenant. Ouais, c'est ça, au Nouveau-Brunswick. C'est ça, effectivement. Non, mais c'est-à-dire que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es effectivement comme ça sous attaque, si tu fais une fissure dans l'unité, c'est l'adversaire qui va en profiter. Donc moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. En revanche, et c'est là où je rejoins un peu l'idée de George, c'est qu'on le sait que les gens en Alberta sont en colère. Mm-hmm. Puis moi, j'ai fait un voyage en Alberta il y a 1 an et je ne pensais pas que cette colère était réelle. On dirait que pour moi, c'était
oui, tu sais, des citoyens au Canada qui sont fâchés, il y en a. Mais que moi, du Québec, j'étais à Calgary, puis j'ai ressenti cette colère chez les gens avec qui je discutais, dont des personnes qui me disaient « Nous, on aimerait que nos enfants immigrent aux États-Unis, deviennent américains, fassent leur vie. » Donc, il y en a quelques-uns peut-être qui auraient voulu être 51e État là-bas, là, mais bref. Alors, il y a cette colère. Et cette colère, elle a une origine. Et cette origine, c'est un peu ce que disait George. Puis là, je ne parle pas de Mme Smith, parce que Mme Smith, ce n'est pas non plus tous les Albertains. Mais même si elle est, bien sûr, légitime dans son travail démocratique. Mais, comment je veux dire ça? C'est qu'il y a des Albertains qui se sentent isolés. Comme d'ailleurs... des Québécois se sont déjà sentis très isolés à l'intérieur de la fédération et parfois, encore aujourd'hui, peuvent se sentir parfois isolés. S'ils ne s'isolent pas eux-mêmes, il faut le dire. Parfois, le Québec aussi, on a tellement peur de perdre quelque chose qu'on peut parfois s'isoler, dépendamment aussi qui est au pouvoir au Québec. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Bref, alors tout ça pour dire l'Alberta, pour des libéraux, c'est difficile. Oui, c'est vrai, mais... c'est une super question parce que je crois que ça revient à est-ce qu'on écoute les gens? Est-ce qu'on écoute vraiment pourquoi ils sont en colère? Est-ce que nous les donnons l'espace pour s'exprimer et vraiment comprendre d'où ils viennent? Une des choses qui me disent toujours mon époux, c'est que j'ai énormément de patience et beaucoup d'empathie pour les gens. Et il n'a pas la même chose. Mais c'est bien que c'est vous qui soyez en politique alors. Oui! mais pour moi, c'est toujours... est-ce qu'on a créé d'espace pour vraiment écouter les gens et comprendre pourquoi ils se sentent comme ils sont? Et je crois que, voilà, je suis d'Ontario, alors je ne vais pas prétendre que je comprends comment se sentent les gens d'Alberta ou comment se sentent les Québécois, mais ce que je peux promettre, c'est de vraiment les écouter et de voir c'est quoi l'origine et est-ce qu'on peut s'attaquer à cette origine. Et ce que je comprends beaucoup des gens qui sont en colère, c'est que peut-être leur économie et l'industrie dont ils travaillent ont dit que c'est pas important et qu'on va changer leur futur. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficile d'écouter parce que ils ne sont pas des personnes mal. Ils ne sont pas des personnes qui veulent faire mal à notre pays, mais ils ont peut-être une autre vision. Quand je vais aux classes et les enfants me demandent pourquoi je suis libérale et est-ce que je peux expliquer des différents partis politiques, je dis toujours que nous avons tous une vision d'améliorer le Canada, mais on a des voies différentes de comment y arriver. Et je crois qu'au fond, c'est de vraiment voir que même si les gens n'appuient pas, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Canada. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas une meilleure future. Ils ont seulement une autre idée de comment y arriver. Et une des choses que je suis convaincue, c'est important pour notre pays, c'est d'essayer de baisser la température de la polarisation dont nous nous trouvons. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi nous sommes là, mais si on va s'unir, si on va pouvoir aller en avance, on doit avoir la manière de voir quelqu'un d'Alberta, quelqu'un de Québec, quelqu'un de Nunavut comme une Canadien égale qui ont des idées pour notre pays et de pouvoir avoir des conversations respectueuses, même si nous ne sommes pas d'accord, mais aussi de voir s'il y a des bonnes idées. Comme j'ai dit au principe, je ne suis pas une personne idéologique. Je suis une personne qui est commise à notre pays. Et je suis une libérale pour des valeurs qui représentent le Parti libéral. Mais s'il vient une bonne idée d'un conservateur ou du Bloc québécois ou de l'NPD, on doit l'utiliser. Comme par exemple, une des premières choses que j'aimerais faire, c'est de mettre le projet de loi du Bloc québécois, qui est le projet de loi qui était 282 sur la gestion de l'œuf, dans mon discours de la trône. Parce que je crois dans la gestion de l'œuf. C'est une idée du Bloc, mais c'est une bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a des autres idées des autres partis politiques? Donc, nous pourrions travailler ensemble. Peut-être c'est un peu idéaliste, mais c'est ce que je crois. Juste un dernier petit truc sur cet angle-là.
Canada. Mais par contre, je vous ramène un petit peu au Québec. On est au Québec, on fait notre discussion en français. D'ailleurs, je suis très content de comment ça se déroule en français. C'est vraiment très bon. J'aime vraiment ça. Écoutez, alors le Québec, regardez, c'est comme ça qu'on se sent à l'intérieur de la fédération. Oui, on est distant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des fiers Canadiens aussi. Hein, je sais, il y a des amis souverainistes qui ne vont pas aimer m'entendre dire ça, mais disons que on aime être quand même au Canada. Là. Ça, c'est une réalité, même certains vont la contester. Mais on est différent. Et on aime à la fois être respecté. Moi, je vois juste par votre français que vous respectez déjà beaucoup le Québec, la langue française, etc. Mais à l'intérieur de votre caucus, il y a quand même eu des personnes qui ont tenu des propos un petit peu, qui ont beaucoup déplu au Québec. Hein. Donc, le fait qu'on ne reconnaisse pas nécessairement que le français peut être fragile, y compris au Québec, c'est pas parce qu'il y a une majorité de francophones que le français n'est pas nécessairement en danger. D'une part, il y a des personnes qui disaient « vous savez, au Québec, les gens, ils s'en foutent un peu du français. L'essentiel, c'est qu'on leur livre la marchandise. » Honnêtement, moi, ça me fait... Regardez, ça me perturbe. Ça me perturbe sincèrement là, d'entendre ça. Comment est-ce que vous voyez, alors vous, première ministre, parce qu'ultimement, on va se le dire, vous voulez être chef du Parti libéral du Canada, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de pouvoir diriger le gouvernement fédéral et devenir première ministre. Alors vous, première ministre, comment vous imaginez le Québec sous un gouvernement de Karina Gould? Il n'y aurait pas de Canada sans le Québec. Ça, c'est quelque chose qui est comme super important pour moi. Et le Québec a son culture, sa nation distincte du Canada et a amené beaucoup à notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, je suis devenue libérale pendant le référendum de 1995. J'étais petite, mais je me souviens d'être assise dans notre maison en voyant la télévision et de se sentir une vraie anxiété pour mon pays. Et j'étais une petite fille qui était à l'immersion française, qui appréciait comme la valeur du Québec, quel tant important c'était pour le pays. Et quand j'ai vu le premier ministre Jean Chrétien qui est arrivé sur la télévision, j'ai décidé que c'était un homme qui s'est battu pour le Canada. Et c'est pour cette raison que je me suis devenue une libérale, parce que, à mon avis, chaque région, chaque province a son rôle important, unique dans notre pays, et c'est la même chose avec le Québec. Et sur la question de la langue française, c'est non négociable d'avoir une première ministre qui peut se communiquer confortablement dans les deux langues officielles, parce que c'est pas seulement pour les Québécois et les Québécoises, mais pour les francophones ailleurs du Québec aussi qui vivent en situation minoritaire. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est de protéger les institutions ici au Québec, soit CBC Radio-Canada, qui est quelque chose de base pour la culture, et c'est aussi de savoir que les Québécois et les Québécoises offrent quelque chose d'important au Canada et de respecter ça. Comme j'ai dit avant, respecter les juridictions des provinces et des territoires, voir la manière de comment on pourrait travailler en partenariat, mais aussi respecter cette juridiction. Je sais que le temps file. Je veux juste rapidement revenir... Déjà? Je veux revenir un peu sur cet enjeu-là, Canada-US, parce que s'il y a une chose qui ressort de tout cet enjeu-là, c'est qu'au Canada, on a fait très peu pour explorer d'autres marchés mondiaux à cause que les relations étaient tellement faciles avec les États-Unis. Et on avait l'autre jour le président de la Chambre du commerce de Montréal qui parlait du marché européen et à quel point eux autres peut-être profitent un peu plus que les Canadiens. Comment voyez-vous ça, vous? Et vous étiez évidemment ministre du Développement international. Ouais. Est-ce qu'il y a un potentiel qui a été peut-être sous-estimé de notre côté? Oui, énorme. Et c'est une des choses dont je vais défendre le gouvernement pendant les derniers 9 ans, parce que une chose qu'on a fait, c'est de vraiment négocier des accords de libre-échange partout dans le monde. Alors, l'opportunité
pour les entreprises canadiennes de faire le commerce international, c'est seulement de le saisir. Et quand François-Philippe Champagne était le ministre du Commerce international, il voyageait partout dans le monde pour vraiment essayer de faire ça. Mary Ng le fait, on fait beaucoup de missions de commerce international. Mais la chose, c'est que les États-Unis, c'était facile. Alors, c'est plus facile de faire le commerce international avec quelqu'un qui est votre voisin. Mais maintenant, je crois que pour tout ce travail que notre gouvernement a fait pendant la dernière décennie, les opportunités sont immenses. Mais on a besoin de soutenir les entreprises canadiennes, de vraiment y prendre davantage, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils l'ont fait. Et alors, c'est peut-être un risque pour les Américains parce que ils vont voir que le Canada est un pays qui est désiré par des autres pays de faire le commerce. Et si les États-Unis mettent les tarifs pas seulement sur le Canada, mais sur les autres pays aussi, bon, le Canada va être une destination de choix. Peut-être une dernière question pour moi, Salim. Je ne sais pas si tu en auras une. Oui, une dernière aussi. Je veux juste venir sur quelque chose que Mme Freeland a déclaré l'autre jour. Elle a lancé un petit défi à tous les aspirants chefs du Parti libéral du Canada, qu'ils gagnent ou non de demeurer dans la course comme candidat. Vous prévoyez être candidate dans votre comté, no matter what? Oui. J'ai annoncé ça il y a 3 ans. Alors, c'est... C'est bon. Moi, je vais... en fait, on n'élaborera pas beaucoup. Et les 4 débats. Elle a exact. dit 4 débats. 2 en anglais, 2 en français. Je suis tout à fait d'accord. Plus de débats, le meilleur. Je pense que M. Ariga ne pourra pas faire les 2 en français, je pense. on va voir ça. Mais alors, moi, j'ai une question. Normalement, ça devrait être une plus grosse question sur laquelle on devrait s'étaler un peu plus longtemps. Mais là, on va essayer de faire ça dans un délai raisonnable puisqu'on est en train d'achever. Une des promesses de M. Trudeau, quand il était dans l'opposition, ça avait été la réforme du mode de scrutin, avec laquelle, je vous dire honnêtement, je n'étais pas nécessairement très d'accord. Franchement, j'étais pas d'accord. Je pourrais l'expliquer, mais en gros, c'est parce que moi, le Canada, c'est très grand, puis ça prend une représentation aussi de toutes les régions, partout au Canada et dans toutes les provinces et territoires. Donc, je ne trouvais pas nécessairement que c'était une bonne chose, mais il reste que vous avez parlé de polarisation du débat politique, de la politique d'une manière générale. Les gens sont de plus en plus campés, soit très à droite ou très à gauche. Mais la modération, le centre, le compromis, le pragmatisme, on voit ça de moins en moins. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu peut-être faire. Je pense qu'en plus, vous aviez eu un peu le fardeau d'être la ministre des institutions démocratiques au moment où M. Trudeau a pris la décision de ne pas aller de l'avant avec cette réforme-là. Donc, vous avez eu le fardeau de devoir l'annoncer et défendre ça. Mais est-ce qu'on a déjà pensé à quelque chose de plus simple et qui permet à moins de polarisation dans le débat public? C'est la préférentielle. D'ailleurs, la préférentielle, vous l'avez même dans votre chefferie du Parti libéral du Canada. Donc, on met un numéro 1, numéro 2, numéro 3, là, dépendamment. Puis là, les voix se reportent à chaque fois. Cette préférentielle-là permettrait donc à ce que quelqu'un soit pas trop à droite pour pouvoir aller chercher des gens du centre et des gens qui soient, de ne pas être trop à gauche pour aller chercher d'autres personnes du centre. Et là, de revenir à une espèce de j'ai envie de dire, de culture politique et civique et citoyenne canadienne qu'on a connue et puis dans laquelle le Canada était très bien. Ça, c'était exactement l'idée de M. Trudeau. C'est ce qu'il voulait. La préférentielle? La préférentielle. Mais lui, c'était pas la proportionnelle qu'il demandait? Non, il n'a jamais voulu ça. Il a toujours voulu la préférentielle. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a demandé à un comité parlementaire de faire cette étude et de nous revenir avec une option. Et chaque parti a fait ses décisions et ne pouvait pas s'entendre entre eux. Alors, alors ce n'était pas peut-être possiblement la meilleure manière de le faire parce que c'est devenu un exercice partisan.
aux fins. Alors, je crois que ça mérite une discussion continuée parce que si on va changer comment on fait la méthode de scrutin, ça devrait être quelque chose que la majorité des Canadiens sont d'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est exactement ce que M. Trudeau a voulu. Bon, mais alors tant mieux, tant mieux. Alors, je m'excuse, moi, soit j'ai oublié parce que ça fait quand même quelques années, mais moi, la proportionnelle, c'est quelque chose que je trouvais que pour un pays comme le Canada, c'était pas une bonne idée. Je pense que la préférentielle est une bonne idée pour les raisons que j'ai évoquées. Il reste que c'est sûr que nous avons de gros enjeux devant nous cette année, avec ce qui se passe dans le monde de manière générale, avec nos voisins américains, notre économie, nos finances publiques. Moi, je pense que c'est un véritable enjeu. Mais notre démocratie, c'est pas un enjeu moins important. C'est quelque chose qu'on devrait voir aussi. Puis moi, je serais intéressé de voir comment les candidats et candidates à la course à chiffrer du Parti libéral du Canada pourraient s'exprimer sur la question du vote, du mode de scrutin. Voilà. Alors, bon. On va mettre un point, là-dessus. Puis, encore une fois, vous remercie énormément d'avoir fait le chemin et de venir nous dire un petit bonjour à nous. En français. Moi j'adore ça. On a eu tellement moi, j'ai eu du fun. Voilà. C'est ça, pour moi, c'est fantastique. On a essayé avec des politiciens d'autres provinces, je dirais pas lesquels, essayer de les attirer. Bon, ils n'étaient pas trop sûrs. Vous êtes la première hors Québec, première anglophone. C'est un honneur, merci. Merci. En tout cas, on est très privilégiés de vous avoir eu. Alors, merci Karina Gould. Bonne chance pour votre course. Merci. Et regarde, si Mme Gould est gone, ça va vouloir dire qu'on aura eu une première ministre sur notre podcast. Et je vais revenir quand je suis première ministre. C'est un engagement. That's it. Tout le monde l'a écouté. C'est une promesse qui est faite, puis on va vous tenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Revenez la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci, au revoir. Bye.